Merci, quelle introduction. Donc je vais faire plus court, je vais zapper une partie de ma présentation pour laisser la place aux autres orateurs. J'ai juste quand même le temps, souci éthique, de vous présenter mes liens d'intérêt avec l'industrie. Donc voilà les laboratoires pour lesquels j'ai parlé et j'ai des liens d'intérêt. J'avais prévu de diviser ma présentation en 3 parties. Ancienne génération de traitement, nouvelle génération de traitement et perspectives et discussions. Et je vais zapper toute la première partie de ce que j'ai appelé de manière un petit peu artificielle la première génération des traitements dans les troubles d'usage d'alcool, qui étaient l'acamprosate, la naltrexone et le disulfiram, donc l'espéral, mais vous connaissez tous ces traitements. Donc je n'ai jamais passé une présentation aussi rapidement. Donc pour dire qu'il y avait 3 traitements utilisés, qui sont toujours bien sûr valides dans l'alcoolodépendance, et qui ont un point commun, c'est qu'ils sont tous utilisés dans le maintien d'abstinence. Vous connaissez la stratégie classique, donc d'arrêt encadré de l'alcool, suivi d'une courte période de sevrage encadré avec utilisation de benzodiazépine, et puis après on maintient l'abstinence avec l'aide d'un traitement. Donc je passe tout ça, mais ce sera disponible au niveau des slides, si vous voulez les slides. Et j'attaque par la nouvelle génération. Alors c'est un petit peu artificiel de séparer, mais on va dire que ce sont les substances qui ont été étudiées à partir des années 2000, avec une évolution qui est un peu pharmacologique, on va le voir, mais peut-être aussi sur les stratégies de prise en charge, puisque on est passé d'une stratégie, qui était la stratégie de maintien d'abstinence, comme je vous le disais, à une stratégie complémentaire, qui ne vient pas remplacer la précédente, mais qui vient la complémenter, et qui est une stratégie plus souple de réduction de consommation, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas brutalement l'alcool, on diminue progressivement avec l'aide maintenant d'un support pharmacologique validé et étudié dans cette indication très précise. Ce sont des pratiques qui existaient déjà en clinique, mais il n'y avait pas de prise en charge officielle, validée, labellisée, pharmacologique. L'objectif de la réduction de consommation, et il est souple aussi, ça peut être à terme un objectif d'abstinence si le patient le souhaite, mais aussi un objectif de consommation contrôlée. Certains patients y arrivent, donc pourquoi les en empêcher? Et puis un objectif moins idéal, mais qui peut être quand même un objectif pragmatique, de réduction des dommages par réduction du niveau global de consommation, avec une réduction espérée de la mortalité et de la morbidité. Donc les nouveaux traitements se positionnent un peu de part et d'autre de ces 2 types d'indications, avec une nouvelle substance qui est validée maintenant, qui a l'AMM dans la réduction de consommation. Vous connaissez tous, qui est le Celincro. Une substance qui jusqu'à présent n'a fait l'objet de publications que sur le maintien d'abstinence, mais qui est en cours d'évaluation sur la réduction de consommation, qui est l'oxybate de sodium, un traitement très étudié et qui a l'AMM en Italie, donc très étudié par nos collègues italiens, et qui a vocation peut-être à se répandre en Europe et dans le monde. Et puis une spécificité d'abord italienne et puis maintenant française, notamment à haute dose, que vous connaissez, qui est le baclofène, qui joue un peu sur les 2 tableaux, à la fois le maintien d'abstinence et la réduction de consommation. Le mode d'action, on va commencer par le nalméphène. Le mode d'action est connu, donc c'est un mode d'action qui est très spécifique sur la voie dite de l'addiction, de la récompense, associée au plaisir ou à la sustentation liée à la prise d'alcool chez le patient dépendant. Et donc c'est, sur le plan neurobiologique, c'est la voie mésolimbique qui est ciblée par l'action de ce traitement, notamment par une action d'antagonisme mu, mais aussi par rapport à la naltrexone qui est son cousin, une action sur les récepteurs kappa-delta qui renforcerait le blocage mésolimbique. Donc on est vraiment sur une voie de l'addiction comportementale qui n'est que très partiellement en lien avec les propriétés pharmacologiques de l'alcool, j'y reviendrai. Donc Karl Bahn aurait été beaucoup plus pertinent que moi pour parler du nalméphène, puisqu'il a été l'un des auteurs principaux d'une des publications Princeps sur le sujet. Il y a eu beaucoup de publications sur le nalméphène, donc je ne veux pas les détailler. Mais vous voyez que c'est un traitement qui permet de réduire globalement le nombre de jours de forte consommation chez le patient alcoolodépendant, donc là sur une durée de 6 mois, et le nombre de verres standards par mois. Alors, vous voyez que ce sont des diminutions qui sont modestes, mais malgré tout qui sont associées à une réduction globale du taux de mortalité, et on est vraiment dans cette stratégie de réduction des dommages avec le nalméphène par diminution globale de la consommation. Le nalméphène a un profil de tolérance qui est très proche de celui de la naltrexone, que j'avais détaillé plus tôt, mais
Du coup, là, vous n'avez pas le détail, avec des effets secondaires qui sont essentiellement d'ordre gastro-entérologique et neuropsychiatrique, qui peuvent être associés à une mauvaise compliance, à une mauvaise observance du traitement par le patient et à des arrêts précoces de traitement. Mais d'une manière globale, c'est un traitement qui n'est pas associé, plus que le placebo, à la survenue d'effets indésirables graves. Donc une bonne tolérance globale. À côté de ça, on a deux traitements qui ont un effet pharmacologique beaucoup plus proche de celui de l'éthanol, de l'alcool, qui sont le GHB, donc gamma-hydroxybutyrate ou sodium oxybate. Alors le GHB, sur le plan pharmacologique, c'est très intéressant. C'est une molécule qui est présente naturellement dans le cerveau et qui est très proche structurellement du GABA. Vous savez que l'éthanol agit beaucoup sur les récepteurs GABA, en intoxication aiguë et en exposition chronique. Et donc il y a des voies de passage biochimiques très proches entre le GABA et le GHB. Et donc ce n'est pas très étonnant que l'action pharmacologique principale du GHB, c'est d'activer à la fois les récepteurs GABA-A et GABA-B, qui sont les deux principaux types de récepteurs au GABA présents dans le cerveau. Je vous le disais, les Italiens ont beaucoup étudié le GHB, et donc à l'heure actuelle, il y a 6 études publiées, on en attend d'autres. Alors pour l'instant, c'est essentiellement dans le maintien d'abstinence, avec des résultats très intéressants. Vous voyez notamment un taux d'abstinence très augmenté par rapport au placebo, très augmenté aussi par rapport à la naltrexone. Je le détaillais en amont, mais je n'ai pas pu le faire, mais la naltrexone n'est pas un bon traitement de maintien d'abstinence. C'est un traitement qui réduit la reprise d'usage important d'alcool, de forte consommation d'alcool. Et puis, une publication en ouvert par comparaison au disulfiram qui ne montre pas de différence significative. Donc c'est un traitement prometteur, mais qui est associé à des risques de sécurité, peut-être beaucoup plus que la naltrexone. Le GHB, c'est aussi une drogue qui peut être utilisée à visée d'intoxication, soit volontaire ou involontaire. Et donc, il y a des risques au moins théoriques de diversion, de mésusage de la part des patients, alors que nos collègues italiens estiment relativement limité quand le GHB est prescrit de manière encadrée, mais en Italie, il est prescrit à l'hôpital et de manière très encadrée, avec présence des familles, etc. Donc, est-ce que ce serait un bon traitement en médecine de ville? Je ne sais pas, mais en tout cas, la question se pose. Et puis, on retrouve des risques de dépendance physique avec survenue de symptômes de sevrage spécifiques à la substance. On est vraiment dans une analogie pharmacologique avec l'éthanol. Et un phénomène de sédation lié à la dose, exactement comme pour l'éthanol. Donc il y a un profil de tolérance du GHB qui est encore à évaluer à côté de l'efficacité. Enfin, le baclofène, donc très connu en France maintenant, qui est lui un agoniste beaucoup plus sélectif des récepteurs GABA-B, alors qui a fait l'objet, notamment chez les Italiens, d'essais cliniques en double aveugle à faible dose, donc essentiellement à la dose de 30 mg jour, exclusivement pour l'instant dans un objectif de maintien d'abstinence, avec des résultats très contradictoires en fonction des équipes, qui ne permettent pas de conclure actuellement sur une efficacité à ces doses sur le maintien d'abstinence. En France, vous connaissez certainement l'histoire, une histoire d'abord individuelle d'un cardiologue qui s'est automédiqué avec de très fortes doses de baclofène et qui en a fait la promotion dans un livre grand public. Et donc, une pratique de prescription hors AMM à très forte dose de baclofène s'est propagée en France en l'absence de données scientifiques de bon niveau de preuve depuis les années 2008. Ce qui a amené à une médiatisation très importante de ce traitement et à l'émergence d'associations très militantes pour la promotion de l'usage de baclofène chez les patients alcoolodépendants, essentiellement avec un objectif de réduction de consommation, donc chez des patients qui sont encore en mésusage actif d'alcool. Jusqu'à récemment, les publications qui venaient supporter, qui venaient étayer ce type d'utilisation étaient des publications de type série de cas, donc qui ont un très faible niveau de preuve scientifique, mais qui ont le mérite de souligner l'intérêt potentiel de l'usage de fortes doses de baclofène dans le trouble d'usage d'alcool, avec évidemment une imputabilité du baclofène sur les cas décrits qui est très difficile à évaluer en l'absence de bras comparateurs et de méthodologie rigoureuse, et c'est le cas aussi des études de cohorte qui ont été publiées par les équipes françaises qui travaillent et qui prescrivent du baclofène, c'est qu'on est vraiment pour l'efficacité dans la nécessité d'utiliser des études randomisées en double aveugle avec un contrôle des facteurs, des critères d'inclusion, des patients inclus et du suivi des patients, ce qui n'était pas du tout le cas dans ces études observationnelles.
Alors très récemment, il y a eu la première publication d'un essai clinique randomisé en double aveugle d'une équipe allemande, donc berlinoise, dans le maintien d'abstinence jusqu'à la dose de 270 mg par jour, qui montre des résultats très spectaculaires sur le taux d'abstinence à 12 semaines. Vous voyez qu'il y a un taux d'abstinence sous baclofène de 68,2% versus 23,8% sur placebo, donc c'est vraiment très encourageant cet essai clinique. La seule chose qu'on peut reprocher à cet essai clinique, c'est son très faible effectif, puisque vous voyez que c'était des groupes où il y avait 21 versus 22 patients, donc c'est largement pas suffisant pour conclure à une efficacité claire du baclofène, et il faudra attendre le résultat des 2 essais, notamment français, qui sont terminés et en cours d'analyse, qui sont l'essai Baclovil, donc en réduction de consommation, et l'essai Alpadir en maintien d'abstinence. Comme le GHB, le baclofène est associé à des questions en termes de tolérance. Vous savez, si vous prescrivez du baclofène, qu'il y a aussi, comme le GHB, des phénomènes de sédation qui sont liés à la dose. Et l'intrication entre le baclofène, les doses de baclofène et les autres psychotropes ou substances psychoactives prises par les patients reste encore une inconnue en termes de sécurité. Est-ce que ces substances se potentialisent pour mettre en danger les patients? C'est une vraie question à laquelle pour l'instant on n'a que des réponses partielles, et puis aussi des effets secondaires très spécifiques du baclofène avec des risques de coma par overdose, de convulsions et des syndromes de sevrage qui sont aussi spécifiques à ce traitement, donc il ne faut surtout pas arrêter d'un coup, vous le savez. Alors nous, à Lille, on a pas mal travaillé sur les aspects de sécurité du baclofène. Récemment, on a publié les résultats d'une étude de cohorte qu'on a suivie de 253 patients, qu'on a suivis durant 1 an après l'initiation du baclofène. Et ce sont des patients qui sont très surveillés dans notre dispositif, qui régulièrement remplissent tous les jours leur consommation d'alcool et de baclofène et qui rapportent lors des consultations leur niveau maximal de sédation. Donc ça a permis d'étudier de manière longitudinale le niveau de sédation en fonction de la dose de baclofène et d'alcool. Et on a défini de manière un peu arbitraire, mais on peut en discuter, que ces patients avaient présenté un épisode majeur de sédation à partir du moment où ils rapportaient une sédation maximale subjective de 7 ou plus sur une échelle de 0 à 10. Alors, en résultat multivarié, on a enfoncé des portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on a montré qu'à la fois l'alcool et le baclofène avaient une responsabilité sur la sédation qui était liée à la dose, mais vous voyez, ce sont des résultats qui sont intéressants. Chez des patients qui ont une consommation d'alcool de plus de 35 verres par semaine, donc ça fait 6 verres par jour en moyenne, si vous augmentez, donc ces patients-là ont un risque de développer un épisode de sédation majeure, avec tous les risques qui sont associés à ça, augmenté de 10 fois par rapport à des patients qui ne consomment plus d'alcool. De la même façon, un patient qui a plus de 200 mg par jour de baclofène a un risque 4 fois supérieur de développer un épisode de sédation majeure par rapport à un patient qui a une dose de baclofène inférieure à 100 mg par jour. Ce qui est intéressant, ce sont les résultats multivariés qui montrent quoi? Qui montrent qu'en fait, quand vous augmentez la dose de baclofène chez des patients qui ne consomment plus d'alcool, vous n'augmentez pas leur risque, sur le plan statistique, de développer un épisode de sédation majeure. Par contre, quand vous avez des patients qui sont au-delà de 35 verres standards par semaine, donc 6 verres par jour en moyenne, et que vous augmentez le baclofène, là, vous exposez le patient à un risque cumulatif lié à la dose de présenter un épisode de dépression majeure. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'il y a un effet de potentialisation de l'alcool et du baclofène et que finalement les patients qui sont les plus exposés à présenter des épisodes de sédation majeure, ce sont les patients qui sont à la fois sous baclofène et sous alcool. Et c'est un résultat qui est important parce qu'en pratique clinique, on a tendance à augmenter le baclofène chez des patients qui sont encore en consommation importante d'alcool. C'est le principe d'utilisation un peu artisanale de ce traitement qui est encore peu encadré. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter le baclofène chez ces patients, ça veut dire qu'il faut les surveiller de manière certainement beaucoup plus stricte et plus soutenue quand on est en phase d'augmentation du baclofène et qu'il y a encore des consommations d'alcool importantes. Ces résultats sont en phase avec ce qui est noté au niveau des centres de toxicovigilance et au niveau des urgences où les intoxications par baclofène ont été mises en évidence avec la survenue de situations de coma dont l'imputabilité exacte du baclofène est difficile à déterminer parce qu'il y a souvent d'autres substances prises en même temps, benzodiazépine, alcool, autres drogues d'abus sédatives. Mais donc, il faut voir le baclofène comme un potentialisateur plutôt que comme une cause unique.
Toujours est-il qu'en France, il y a une mesure de régulation officielle qui a été publiée en 2014. Donc c'est une mesure un peu spécifique à la France, qui est une espèce de pré-AMM, on peut discuter de la nature exacte de cette mesure, qui autorise donc l'utilisation de baclofène jusqu'à la dose de 300 mg dans l'alcoolodépendance, avec des règles strictes de suivi. Il faut déclarer les patients sur un portail Internet dédié. Il y a de nombreuses contraintes à suivre si on veut respecter strictement cette mesure, de nombreuses contre-indications aussi. Et cette mesure a fait l'objet de critiques assez diverses, parfois très virulentes. Donc on attend vraiment l'AMM suite aux résultats des essais cliniques sur le baclofène. Quelques réflexions et perspectives pour terminer. D'abord, sur l'aspect pharmacologique, un point qui est intéressant, c'est qu'on dispose de molécules qui ont une action anti-craving entre guillemets pure, c'est-à-dire qui ciblent uniquement la voie de la récompense, donc la voie mésolimbique. Un peu simpliste, mais c'est pour discuter, donc la naltrexone et le nalméphène. Et puis, on voit émerger de l'utilisation de molécules qui commencent à avoir une analogie structurelle et fonctionnelle très proche avec celle de l'éthanol, ce qui a fait poser la question à certains auteurs de est-ce que ces traitements ne peuvent pas être considérés, d'abord d'un point de vue conceptuel et après d'un point de vue pratique dans leur utilisation, comme des traitements qui ont une analogie avec les traitements de substitution qu'on utilise dans les troubles d'usage aux opiacés. Les arguments pour ça, c'est que donc, ce sont des traitements qui ont une action GABAergique, exactement comme l'éthanol, qui ont un profil toxicologique très proche de celui de l'éthanol, qui sont efficaces pour traiter les symptômes de sevrage à l'éthanol, donc ça c'est comme la substitution aux opiacés et l'héroïne, et qui auraient, mais ça reste encore à explorer, une efficacité liée à la dose. On sent ça pour le baclofène, même si il y a des spécificités en fonction des patients, et pour le GHB, c'est encore très très peu exploré. Après, en termes de stratégie de traitement, donc on va vers une diversification et un pragmatisme de la prise en charge des patients. On sort d'un modèle purement basé sur le sevrage, l'arrêt de l'alcool, le sevrage et le maintien d'abstinence. Ça reste encore très utile pour de nombreux patients, mais d'autres patients sont plus enclins à vouloir utiliser des stratégies de réduction progressive. Et il y a encore peut-être une stratégie de prise en charge qui n'est pas encadrée pharmacologiquement et qui fait l'objet parfois de prescriptions, donc du coup hors AMM. Ce sont des situations de patients qui ont arrêté l'alcool, soit par sevrage puis maintien d'abstinence, soit par réduction progressive et abstinence, qui ont arrêté leur traitement anti-craving ou traitement d'aide au maintien d'abstinence et qui à un moment donné sont dans un désir de reprendre une consommation contrôlée, encadrée d'alcool. Ces patients existent, ils ont cette demande, souvent on encadre cette demande, parfois ils ont peur d'avoir du craving ou ils ont du craving ou ils ont du mal à contrôler leur consommation. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait des recherches pour évaluer si l'utilisation de traitements et lesquels peuvent avoir un intérêt dans ce type d'indication? C'est une question. Et enfin, dernier point, donc jusqu'à présent, l'alcoolodépendance était une entité clinique historique, avec une valeur heuristique qui avait beaucoup de sens pour nous cliniciens et qui représentait une espèce de frontière au-delà de laquelle il était licite de prescrire des traitements. On considérait que l'alcoolodépendance était associée avec un pronostic plus péjoratif que les autres troubles d'usage, considérés comme moins graves. Et en fait, les études épidémiologiques montrent que ça n'est pas aussi simple et que des patients sans critères de dépendance ont parfois un pronostic addictologique qui n'est pas meilleur que des patients avec dépendance. Et c'est ce qui a amené les experts du DSM-5 à faire disparaître le concept de dépendance et à ne plus considérer que le concept de trouble d'usage d'alcool. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre les agences réglementaires, les agences de régulation comme l'ANSM, l'EMA ou la FDA, qui raisonnent encore largement en termes de dépendance et donc ont tendance à labelliser des traitements dans l'alcoolodépendance, alors qu'on a maintenant un nouveau référentiel qui est le DSM-5 où la notion de dépendance, alors il y a des analogies avec les troubles d'usage sévères, mais on sort un peu du cadre de la dépendance. Et ça pose une question qui est, faut-il, dans certains cas, en particulier en cas d'échappement ou de résistance aux prises en charge non pharmacologiques, est-ce qu'il est licite d'ouvrir la boîte de Pandore et de proposer des pratiques de prescription clinique et des recherches pour évaluer l'utilisation de molécules et lesquelles
Par exemple, dans les cas de binge drinking résistant et très problématique qui posent tout un tas de complications psychosociales. Est-ce que dans ce cas-là, il faut rester sur des pratiques non évaluées de prescription hors AMM ou est-ce qu'il faut ouvrir cette boîte de Pandore et aller évaluer de manière standardisée et scientifique des traitements dans cette indication? Merci beaucoup.